Nous sommes dimanche 29 août, l'infiltré reprend et reprend dans sa formule traditionnelle. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu l'occasion de visiter des manifestations, des brocantes, des organisations sportives, etc. Même d'apercevoir des gens qui jouent à la pétanque. C'est pas eux qu'on va aller voir dans un instant. Nous sommes à Château-du-Loir. Nous allons découvrir dans un instant le forum des collectionneurs. Juste après, nous irons au 24 heures vélo. Et puis un petit tour du côté du pôle européen du cheval, c'est pas mal, non? Avec un concours de dressage. Voilà un programme intéressant qu'on terminera avec la fête du miel et des confitures. Et ça se passe à l'Arche de la Nature. Voilà le programme. Vous venez avec nous? C'est parti. Eh ben, nous voici avec Jacques Corvézier. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Corvézier, vous êtes le président, c'est ça, des collectionneurs et des passionnés du Val-de-Loire? Tout à fait, je suis président depuis l'origine, depuis 1987. Je suis président du club Collection Passion du Val-de-Loire. Et vous organisez depuis régulièrement des manifestations. Alors évidemment, on va découvrir aujourd'hui ce forum, mais je voudrais quand même dire deux mots de ce qui s'est passé avant. Combien vous avez organisé de manifestations depuis le début d'abord? J'organise 5 manifestations dans l'année. Le salon du parfum au mois de janvier, le salon de la fève au mois de mars, la brocante du lundi de Pâques, le forum des collectionneurs et la brocante d'automne. Et ceci depuis combien d'années? Donc le forum depuis 34 ans. Il y a 34 ans, il y a 20 ans pour les brocantes, 18 ans pour la fève et 15 ans pour le parfum. Bon, ça fait quasiment une centaine d'organisations, j'imagine, avec des gens qui viennent de France entière quelquefois pour exposer, ce qui est le cas aujourd'hui. Alors évidemment, tout à coup, l'année dernière au printemps, tout s'arrête. C'est une catastrophe pour vous? Ah, c'était une catastrophe, hein. Oui, parce qu'aucune manifestation, il y a quand même toujours nos décharges, puisqu'on a un local pour stocker notre matériel, et puis il y a les assurances à payer. Donc l'année dernière, au mois d'octobre, heureusement que la municipalité nous a trouvé un terrain pour faire la brocante en réduit, c'est vrai, on était 120 exposants au lieu d'être 450, mais ça a permis au moins de sauver la situation. Et là, en organisant ce salon de cette façon, cette année, donc je pense redémarrer d'un bon pied pour 2022. Alors, on n'est pas tous des spécialistes. On voit que c'est le forum des collectionneurs. On a l'habitude chaque année, effectivement, de voir qu'il y a un forum des collectionneurs. Il est différent de ceux des années précédentes? Totalement différent, puisqu'habituellement, nous avions entre 60 et 80 exposants qui venaient présenter leur collection. Et cette année, ce ne sont que des vendeurs, 100% vente. Et donc, ces vendeurs, ils viennent de partout, disais-je tout à l'heure? Oui, de 18 départements, c'est ça même. Ce sont des fidèles que vous vouliez absolument inviter. Vous en avez invité plus, j'imagine. J'en ai invité 200. J'ai envoyé 200 invitations pour en recevoir à peine 30. Bon, il y en a quelques-uns à découvrir. Vous me conseillez qui? Parce qu'on y retrouve beaucoup de fèves, là. On peut découvrir le monsieur qui présente les téléphones ou les tableaux en cheveux. Et autrement, il y a des collectionneurs de numismates également qui sont intéressants. Bon, on va aller voir ça. Merci Jacques, à bientôt. À bientôt. On s'est arrêté devant un stand qui donne envie. C'est le stand du numismate Roger. Bonjour. Bonjour. Roger, vous venez d'où? Saint-Nazaire. Très bien. Et alors, vous avez un stand absolument colossal où on découvre des pièces, des billets et plein d'autres choses. Ça vous a pris quand parce que vous avez commencé par la collection avant de devenir vendeur. J'avais à peu près une quinzaine d'années. Et puis j'ai commencé à ramasser les pièces, j'ai ramassé. Et puis ça s'est accumulé. Et puis je me suis inscrit dans un club numismate auquel j'étais un des dirigeants. J'ai fondé aussi un autre club à La Baule. Et puis depuis tout le temps. Alors je me suis arrêté quand je me suis marié et puis j'ai eu mes enfants. Là, j'ai fait une pause de plusieurs années. Et puis c'était dans mon garage. Et puis je me suis remis il y a encore pas mal d'années, dès que je suis tombé en retraite. Et puis je continue. Et puis c'est une passion, c'est un virus. Dès qu'on a ça dans le sang, on peut plus l'enlever. Et comment ça a commencé?
Ça a commencé, je vous dis, j'ai ramassé, et puis j'ai accumulé. Et puis j'ai connu des gens. Pourquoi vous avez commencé à accumuler? Regardez, effectivement, l'accumulation, on la voit. Voilà, bonne question. Pourquoi? Parce que la monnaie, c'est quelque chose. J'arrive. C'est quelque chose. Moi, la monnaie, ça veut dire c'est le fruit du travail. C'est le fruit du travail. Donc, pour moi, ça veut dire quelque chose. Moi, quand j'étais petit, que ma mère touchait les allocations familiales, elle touchait ça en billets de banque. Et puis, quand mon papa ramenait la paye à la maison, il ramenait des billets. Et ça m'a toujours marqué. Et des billets de ce style que je peux vous montrer rapidement, là. C'était ce genre de billets un petit peu... Bien avant ça... Ce sont quasiment des œuvres d'art d'ailleurs. Hein. Ah, c'est très joli, c'est très joli. Moi, j'adore les billets parce que d'abord, ça raconte toute l'histoire de France. Ça raconte toute l'histoire de France. Le billet, ça parle, c'est joli. Et puis voilà, moi ça... Et ça s'échange facilement alors ou pas? Ah oui, parce qu'il y a des collectionneurs de billets. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup moins de collectionneurs de billets pour la bonne raison que les jeunes ne collectionnent plus. Les jeunes, ça ne les intéresse plus. Les jeunes, maintenant, ils veulent, c'est le téléphone portable, c'est la tablette et toutes ces choses-là, quoi. Bon, pour terminer, ça n'a pas grand-chose à voir avec, avec des pièces de monnaie? Strictement rien à voir. Ça, c'est un petit lot que j'ai eu. C'est quoi? C'est des petits Kinder, des petits machins, que des gens s'amusent avec ça. Donc quand on est collectionneur, on est aussi collectionneur de plein d'autres choses. Voilà, et puis vous savez, quelquefois, vous savez, moi je sais pas, après j'en donne aux enfants un petit paquet comme ça, ça me fait plaisir et ça leur fait plaisir également, quoi. Merci beaucoup. Je vous en prie, pas de souci. Bonne continuation à vous. Cette fois-ci, on vous propose de rencontrer une collectionneuse, c'est Michel. Bonjour. Bonjour, Vous venez d'où, Michel? près de Vendôme. Très bien. Et alors vous êtes une collectionneuse générale, on va dire. Vous n'avez pas de spécialité? Non, j'ai plusieurs collections, une dizaine de collections. Schtroumpf, Bécassine, Mickey, j'expose la faïence de Delphes, c'est que j'ai déjà exposé dans les salons. Et après, personnel à la maison, les M&S, les fèves que je pourrais exposer. Bon, oui, alors des fèves, il y en a énormément sur ce salon, me disait Jacques Corvézier tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas eu de salon évidemment cette année de la fève, et il n'y en a pas d'autres non plus ailleurs. Alors regardez, c'est absolument fabuleux la collection de Michel, enfin les collections de Michel. Il y a quand même beaucoup de schtroumpfs là, et ça, ce ne sont que ceux que vous avez en double. Ça veut dire que chez vous, il y en a beaucoup plus encore. Oui, oui. Combien? 600 petits, et puis ça fait 1000 à peu près, plus de 1000. Alors les schtroumpfs, on les trouve de plusieurs manières, enfin plusieurs modèles, c'est quoi? Oui, les Schtroumpflech, ceux-là, et après les peluches, je sais pas comment dire, les fèves, tout ce que fait McDo, parce que McDonald's en fait beaucoup, mais il en fait plus maintenant. Donc voilà, puis dans les magasins de jouets, hein, beaucoup aussi. J'imagine que ça se vend assez bien, les schtroumpfs. Ça, en magasin, oui. En magasin, c'est extrêmement cher. Maintenant, ils sont vendus à 4,80 € un Schtroumpf. En magasin, chez Jouet Club, quoi. Et vous les vendez combien ici, par exemple? 2 € ou 3, ça dépend. Les quelques cesses, ils sont plus compliqués. Vous voyez, là, ça, c'est très rares. Pourquoi? Je sais pas, j'ai le catalogue, parce qu'ils sont pas peints. C'est une usine qui a fermé avant qu'ils les fassent en peinture. Donc il n'y en a peut-être une centaine, 200. Eh ben voilà, si ça vous donne envie de revenir au prochain forum de collectionneurs, ce sera une bonne chose pour rencontrer Michel qui est charmante et qui a plein d'autres choses à nous dire, mais ça va être trop court pour nous aujourd'hui. Bonne journée Michel. Cette fois-ci on a rendez-vous avec Jean d'Ozoir-la-Ferrière. Bonjour Jean. Bonjour. Alors vous êtes collectionneur de téléphones, on le voit bien, il y a un nombre incalculable de téléphones. Vous en avez beaucoup comme ça chez vous? En tout, j'en ai entre 40 et 50. Pourquoi vous collectionnez les téléphones? J'ai commencé ma carrière au PTT et j'ai été pris de passion pour les premiers téléphones en bois, type Marty 1910, qui sont un ouvrage magnifique en ébénisterie. Et petit à petit, en allant dans les brocantes, comme ça, je me suis amusé à en acheter à droite, à gauche, et puis à les restaurer, à les remettre état. Je considère que je participe un peu à la restauration du patrimoine, quoi. Évidemment, vous avez totalement raison. Remettre en état, ça veut dire qu'ils sont en fonctionnement? Ils sont hors fonctionnement tout au départ, quoi, hein. Il n'y a pas possibilité, mais j'arrive à les remettre en état grâce à ma passion et à ma minutie, si vous voulez, les démonter complètement, les décortiquer, les nettoyer et les refaire fonctionner. Si vous tournez la manivelle du Marty 1910 qui est là, ça va sonner.
On va faire ça tout à l'heure. En attendant, là, on vient de découvrir le cadran un peu étonnant d'un téléphone. Expliquez-moi, avec des explications. Faut avoir de bons yeux pour les lire. Hein. Oui, c'est un des premiers postes à cadran lors de l'automatisation de Paris en 1920. Au début des années 1920, on explique sur le cadran même comment décrocher le combiné, attendre le bourdonnement, amener le chiffre du cadran jusqu'à la butée, lâcher le cadran et le numéro part. Ah oui, c'était un art de savoir téléphoner. Alors savoir, du coup, travailler au PTT, c'était votre cas, c'était un art aussi. Voilà les cours de téléphone automatique. De quelle année c'est ça ? 1960-61. En effet. Bon, on va pas tout dire. Le mieux, ce sera de venir vous voir lors d'une prochaine expo, évidemment. En revanche, on va découvrir quelque chose de étonnant. Je ne savais pas que ça existait. Ça a existé pendant une quarantaine d'années, c'est quoi ? Oh oui, au moins un demi-siècle, je pense, sous Napoléon III. C'était des coiffeurs qui avaient la pratique de travailler sur des cheveux de personnages pour en faire des cadres. Ovales, presque tous de forme ovale, en poirier noirci généralement. Alors là, par exemple, on a une dame qui est en photo et son coiffeur a mis ses cheveux autour de son portrait. Voilà, tout à fait. Et puis, alors il y en a qui sont plus simples, simplement des fleurs. Mon épouse, qui en a une quarantaine de tableaux en cheveux, on a des mèches de bébés, vous voyez, au moment du baptême, des mariés. Un véritable arbre généalogique dans un grand arbre avec malheureusement toujours pareil, une tombe en bas. Mais le monde des collectionneurs, un monde absolument extraordinaire. Merci Jacques Corvézier de nous avoir fait découvrir tout ça. On se retrouve quand la prochaine fois ici ? Donc la prochaine fois dans la salle, là, attendez, ça va être la brocante du mois d'octobre, là, le dimanche 3 octobre, on a la brocante d'automne. Eh ben voilà, c'est dit. Merci. Voilà, c'est moi qui vous remercie. On va au 24 heures vélo maintenant.